Bonjour Eric. En fait, merci d'être avec nous encore ce moment-ci. Et puis là, ce qu'on voulait parler, c'est de l'assurance vie permanente. Comment ça s'inscrit dans le cadre d'une planification financière? C'est quoi les avantages versus le temporaire? Donc, en fait, je te laisse peut-être commencer avec en fait, la différence entre le temporaire et la permanente. Ben, en fait, a priori, l'assurance vie permanente, comme l'assurance vie temporaire, doit répondre à un besoin. Donc, on doit identifier une raison pour laquelle on devrait avoir une couverture d'assurance, que ce soit temporaire ou permanent. Les deux vont faire le même travail. On parle de capital d'essai payable à un moment nécessaire pour la famille. Le temporaire coûte très peu cher. En fait, on s'en sert souvent pour des situations au niveau familial, des responsabilités où on a des jeunes enfants à la maison. On va s'en servir lorsqu'on achète une propriété, on a une hypothèque sur un certain nombre d'années. Donc, le coût, le besoin, l'identification de la situation est quand même relativement facile. L'assurance vie permanente va faire le même travail. Par contre, l'injection de sommes d'argent est plus importante parce que le produit permanent, que ce soit une vie universelle, une temporaire 100 ans ou une vie entière participative, on parle d'un produit qui, en temps normal, serait payable au moment du décès, quelque part aux alentours de l'espérance de vie. Oui, le décès peut avoir lieu plus tôt, mais on mobilise des sommes d'argent, du moins l'argent qui est demandé par l'assureur prend en considération un nombre d'années avant que le paiement soit fait. Puis pour traiter l'assurance vie entière, je vais le traiter plus comme une classe d'actifs. Puis en termes de besoins, bien, ça peut C'est être... plus long terme, en fait. C'est qu'on va couvrir plus que 20 ans, par exemple. Donc, l'idée, c'est d'aller se rendre jusqu'à la retraite, comme tu dis, ou jusqu'au décès, en fait. Jusqu'au décès, mais c'est difficile d'établir un besoin à 85 ans. Pourquoi je prendrais une police d'assurance vie payable au décès? Puis là, il y a une nuance entre un besoin puis peut-être une volonté au niveau successoral. Quelqu'un qui va prendre un produit permanent à court terme, oui, pour les jeunes enfants, oui, pour couvrir, mettons, des responsabilités financières, mais pourquoi un client va prendre un produit permanent, mais il va vouloir se dire, bien, écoute, je me protège à court terme, mais à long terme, je veux que ça soit une classe d'actifs, je veux que ça fasse partie de mon patrimoine. Donc, il faut plus le traiter comme un investissement. Parce qu'à partir de 65 ans, quand les enfants ont quitté la maison, puis que la maison est payée, puis qu'on est en mode retrait, en temps normal, on est des actifs. Fait que pourquoi l'assurance vie répondrait en fait à quel genre de besoin il faut se poser? En fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles de classe d'actifs. Donc, pour classe d'actifs, c'est qu'il y a une valeur. Donc, en fait, ce qu'on retrouve dans les assurances-vie, c'est que c'est un accroissement des valeurs de rachat. Donc, peut-être que les gens ont entendu parler de ça. Donc, c'est un peu là où tu dis, bien, c'est une diversification de classes d'actifs parce qu'on va chercher une certaine valeur. Mais on répond aussi au décès à un besoin de liquidité qui est particulier, par exemple, dans des gens qui auraient un gros parc immobilier, par exemple. Donc, on veut éviter d'avoir à vendre à rabais ou faire des ventes de feu de certaines propriétés pour devoir payer l'impôt au décès. Donc, on vient couvrir une portion de ce risque-là avec les assurances. Tout à fait. Liquidité. Exemple de parc immobilier, c'est un bel exemple. Au fil des années, on voit nos investisseurs en immobilier, ils ont bâti quand même un beau parc immobilier. On parle peut-être de plusieurs centaines de portes. Donc, on ne peut pas vendre un immeuble au moment du décès en prétendant qu'on va avoir le prix ou le délai qu'on a de besoin. Fait que les liquidités au décès, l'assurance vie permanente va très bien répondre à ça. Encore là, il faut faire une distinction entre un permanent de type temporaire 100 ans, un permanent de type vie universelle avec un peu d'investissement ou une vie entière, tout simplement avec des participations où il va y avoir la notion d'investissement qui va revenir. Mais oui, au niveau long terme, quand on parle de décès, l'assurance permanente, on va parler de liquidité au décès, on va l'intégrer dans un plan successoral, il va y avoir la notion de fiscalité qui va rentrer en jeu. Mais je dois admettre que ce n'est pas rare que les clients qui ont ces situations-là n'ont pas tant besoin d'assurance. Ça devient plus un choix de legs, c'est un choix émotionnel, c'est un choix d'investissement. Puis moi, personnellement, je préfère comparer l'assurance vie permanente, mettons une assurance vie entière avec participation, à un actif immobilisé, un peu comme un immeuble. C'est juste que c'est liquide au moment du décès. Ça vient bien remplacer la portion obligataire d'un portefeuille. Aujourd'hui, une obligation, on peut peut-être avoir un 3,5, peut-être, 4 peut-être éventuellement. Une assurance permanente avec vie entière participative va peut-être parler d'un 5-6.
non imposables. En fait, ça, c'est un gros élément. Donc, en plus d'aller chercher un certain plus en termes de rendement, en fait, l'avantage net d'impôt est considérable. Donc, c'est un des gros attraits, mais c'est pour ça que ça vient diversifier, vu que c'est relativement stable, justement, dans le temps, un peu comme une obligation pourrait se comporter. C'est là où on vient complémenter là, cette classe d'actifs-là avec les assurances-vie. Ce que tu mentionnais tantôt aussi, c'est que, on pourrait considérer les valeurs de rachat à l'intérieur d'un plan financier, mais on est du point de vue où c'est pas idéal de l'utiliser pour la retraite. Donc, oui, il n'y a pas d'avantage imposable parce qu'on retire le capital, mais on le verrait plus dans un transfert intergénérationnel. Mais le but de l'assurance-vie, c'est un paiement au décès. S'il y a de l'investissement qui est fait au travers d'une police d'assurance-vie, on capitalise cette police-là. J'ai vu des exemples. Par exemple, une personne âgée de 80 ans qui a une bonne valeur d'assurance, une bonne valeur de rachat dans sa police d'assurance-vie entière, puis qui nous demande de léguer de son vivant, on peut emprunter pendant quelques années, jusqu'à temps que la personne décède, la valeur de rachat pour qu'elle puisse léguer du vivant, puis la balance va être payée aux enfants, moyennant évidemment, l'assureur va prendre le capital d'essai, va soustraire l'avance et les intérêts qu'il va charger. Ça, c'est viable. On parle de quelques années, mettons, avant le décès. Mais si c'est pour se servir de l'assurance-vie entière comme un fonds de retraite, moi, je ne suis pas en faveur. Le délai entre le moment où la personne prend la retraite, mettons 65 ans, et l'âge de décès, peut-être 85, peut-être même 90 ans, c'est beaucoup d'années où il va y avoir un intérêt qui va être chargé sur sa propre argent. L'assurance vie entière doit être un véhicule complémentaire à un plan financier dans un cadre successoral. Par contre, d'un point de vue investissement, si, par exemple, j'ai une police d'assurance vie, ça fait 20 ans que j'ai ma police, j'ai accumulé beaucoup de sommes à l'intérieur, puis je suis en mode investissement encore. Puis j'ai des valeurs de rachat, je pourrais emprunter mes valeurs de rachat pour fin d'investissement. Je pourrais dire, j'ai 100 000, 200 000, 300 000 dans ma police d'assurance vie entière. La banque va me financer 90 % de cette valeur de rachat-là, puis je vais pouvoir l'investir soit sur le marché boursier ou peut-être dans l'achat d'une propriété à revenu. À ce moment-là, j'aurais des bénéfices supplémentaires. Je pourrais potentiellement déduire mon coût d'assurance, je pourrais potentiellement déduire mes intérêts sur l'emprunt. Je me retrouve pareil avec mon véhicule d'assurance pour des raisons successorales et je continue à développer mon portefeuille d'investissement, que ce soit en immobilier, en placement ou même des entreprises privées. Fait que dans certaines conditions, c'est super avantageux. Il faut juste démystifier, si on veut. Bien planifié, en fait. Exactement ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Éric. C'est très instructif et très clair. Avec plaisir. Belle journée. Merci.